Me faire tourner en bourrique. Ou comment prendre conscience du regard que l'on porte sur soi ou sur un autre être humain peut influencer sa réalité et son futur dans son savoir-être et son savoir-faire pour reprendre confiance et estime de soi. Tu es à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Riès, intuitive et connectée, sophrologue certifiée somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et traumatiques par les états d'expansion de conscience pour libérer des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratiques de transformation chromatique pour contribuer à l'éveil de l'être. Je te remercie de prendre un petit peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Tourner en bourrique. La bourrique, c'est une ânesse qui a la réputation un peu bébête dans la mesure où elle n'est utilisée que pour accomplir des tâches pénibles pour l'humain. Alors que l'animal est extrêmement intelligent, patient, déterminé, mais à force de l'abêtir, à force d'exigence et de pression, elle peut être un peu têtue si elle l'a décidé. Ça peut énerver au plus haut point et faire perdre patience ou se sentir exaspéré devant son refus. Dans l'épisode « La vérité sort de la bouche des enfants », je t'ai parlé du « je suis » qui trouve sa source dans le schéma racine, de la conception au petit bébé en passant par l'enfant, en fonction de l'adulte référent. C'est vrai que la communication est plus facile avec un petit enfant, il se confie plus facilement ses chagrins, ses tracas, ses bobos, mais qu'en est-il de l'ado ? Pas facile tous les jours de dialoguer avec un adolescent, surtout avec tous leurs sens à fleur de peau. L'inquiétude de décevoir le parent, l'envie de se prouver à lui-même qu'il est capable, fait que le jeune se confie moins. Les parents peuvent avoir du mal aussi à vivre cette mise à l'écart progressive que certains nomment l'âge ingrat. Je te reconnais plus, t'étais mieux avant. Dans cette période de flou identitaire, l'adolescent lui aussi se questionne. Je quitte le petit enfant que je connais pour devenir quelqu'un que je ne connais pas encore. C'est inconnu qui grandit en moi. Il y a des peurs des deux côtés. Les adultes ne le comprenant plus, comme eux à cette époque, comme nous à cette époque, et veulent des réponses, mais lui-même se reconnaissant encore moins. Or, même s'il est très important de laisser la parole libre, l'adolescent a besoin de se sentir et de sentir que son parent est disponible pour lui, tout en le lâchant. L'accélération de la croissance dans cette période de grand bouleversement, cette transition, ça peut faire peur. Avec ces transformations physiques au niveau du cœur et du corps, psychiques au niveau de l'esprit et des émotions, par les hormones et la résonance de son essence d'être, son « je suis », va faire qu'il ou elle va avoir peut-être à faire un choix ou peut-être un non-choix de rester coincé dans le moule préétabli. Et tous les comportements inconscients peuvent confirmer sa structure de personnalité, son « je suis » qui reste adapté ou suradapté. Soit, il peut aussi sentir qu'il va se sentir obligé de faire un vrai choix, oser s'opposer, être différent du modèle conditionné, sortir de sa zone de confiance, de sa zone de l'enfance, sa zone de confiance, et parfois ça peut se faire aussi dans le conflit. Tu pourrais faire mieux. Cette phrase que beaucoup trop entendent donne l'idée que quoi que je fasse, mes efforts seront toujours insatisfaits. Ne pouvant jamais être à la hauteur des attentes, l'adolescent risque de se décourager pour de bon, alors qu'il aimerait qu'on lui lance des petits challenges pour que ce mieux soit une façon plus efficace, plus palpable de concrétiser l'effort qu'il doit fournir. Bon, c'est vrai, c'est facile à dire, mais quand même, c'est difficile de valoriser nos savoir-faire et nos savoir-être, ça ne s'improvise pas. Il faut en amont avoir appris à identifier notre propre valeur pour ensuite pouvoir la mettre en avant et réussir à les évaluer afin d'utiliser tout cela, ce potentiel, au beau moment. Un jour, le parent y prend conscience que son enfant ne lui appartient plus complètement comme quand il était petit, constamment sous son œil parental. « T'es toujours enfermé dans ta chambre ?»
alors que l'adolescent a besoin de silence et d'espace pour investir ses propres centres d'intérêt. Avec son corps qui mue, le regard parental peut lui être difficile. Il ou elle peut avoir l'impression de ne plus rien maîtriser, car il ou elle a aussi besoin et du mal à se reconnaître dans la glace face à toutes ces transformations. Dans ce processus de questionnement, il a besoin de se retrouver et se confronter à lui-même. C'est pourquoi il a besoin de moments de solitude dans sa chambre, porte fermée, où le parent rentre en toquant dans la porte et surtout dans sa salle de bain, en attendant son accord. Ses amis sont aussi le reflet de lui-même, parfois en décalage avec la sphère familiale, où il se sent beaucoup plus en face avec son cercle amical et social. Et si un parent pointe du doigt la défaillance d'un de ses proches, il peut le prendre directement pour lui, d'où un sentiment d'être incompris. Les premières amitiés sont très fortes. À l'heure où l'adolescent est en pleine interrogation, le sentiment d'appartenance à un groupe l'aide à répondre à certaines de ses questions. Et oui, souvent, l'opinion du groupe extérieur est plus importante que ce que pense le parent. Et c'est pourquoi les critiques, même si elles sont fondées, sont dures à entendre. Oui, mais avec ton frère, avec ta sœur, c'était quand même plus facile, j'avais quand même moins de soucis. La comparaison, c'est insupportable pour un adolescent. Nous l'avons tous vécu, oui. Dès tout petit, l'enfant se questionne sur l'amour et la reconnaissance des adultes. Lorsque l'aîné a un parcours plus ou moins sans faute, le parent peut se sentir sécurisé ou il a donc la satisfaction du travail bien accompli. L'arrivée du deuxième, ça peut bousculer cette certitude et ça peut aussi les déstabiliser, les parents, ou inversement, avec un aîné plus compliqué. Mais pour l'enfant et l'ado, dans cette différence d'identité personnelle, il pourra avoir le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ça peut encore plus le décourager et du coup, il va rester dans le moule finalement. Les jeunes parents d'aujourd'hui, ils réalisent que la richesse d'une famille, c'est d'avoir des parents différents, que c'est dans cette diversité que l'on s'épanouit, et ce n'est pas toujours été le cas, surtout à notre génération. Alors et toi, est-ce que adolescente, tu avais pu sentir que la parole était libre dans cette famille que tu avais choisie pour pouvoir te lancer dans la vie? On ne peut pas te faire confiance. Cette phrase, c'est douloureux et elle pose un constat que jamais on ne pourra me faire confiance. Du côté de l'enfant et de l'adolescent, cette position signifie que quoi que je fasse, ma parole sera toujours mise en doute. Or, l'adolescence, c'est l'âge des expérimentations et surtout des erreurs. En séance, vous pourrez apprendre à parler en communication bienveillante, d'exprimer les manques et les besoins avec les mots magiques. C'est l'occasion de se redonner une chance, de se sentir écouté et surtout de se responsabiliser dans son « je suis ». Tu vas quand même pas sortir comme ça. Pour le parent qui s'est habitué à choisir les tenues dans toute la petite enfance, il faut accepter l'idée que l'adolescent fasse désormais ses propres choix, comme il l'entend. Le vêtement de l'adolescent lui sert de seconde peau. Oui, d'accord, quand il change de look en passant par les extrêmes à un autre, ça révèle qu'effectivement, tous les développements et tous les bouleversements qu'il ressent, qui passent d'un K-pop et d'un seul coup, il passe à grunge, voire trop sexualisé, le vêtement est aussi le signe d'une appartenance et ça peut inquiéter les parents. Voir quand ça tombe un peu dans quelque chose d'un peu trop morbide, même éventuellement, ça peut inquiéter. L'ado, lui, il ne se rend pas vraiment compte du regard de l'autre adulte, même si il le sent posé sur lui. Il va s'interroger beaucoup plus par rapport aux personnes de son âge. Il ne s'habille pas que pour se faire remarquer, mais parfois au contraire pour se protéger, se différencier, se cacher d'un groupe ou dans un groupe ou une tribu. Souvent, c'est un peu un manque de confiance en lui. Lâche ce téléphone, tu passes ta vie sur son téléphone. Bon, ma génération n'a pas connu ça, n'a pas connu le téléphone, mais on a connu d'autres choses. Le téléphone non plus, c'est pas non plus pour les petits-enfants. Mais pour l'adolescent d'aujourd'hui, le téléphone, ça symbolise le lien avec ses amis, avec ses référentiels. Et vous, est-ce qu'il y avait un désir de partage ou plutôt de reproche quand vous étiez ado dans votre famille?
Lui répéter en permanence qu'il n'est pas exactement comme vous avez envie qu'il soit, ou avoir entendu en permanence qu'on n'est pas comme il faut, ça risque de devenir un fond sonore habituel auquel on ne prêtera plus attention, mais qui va nous marquer. Si l'adolescent comprend, comme quand il était enfant, qu'il y a une inquiétude des parents réelle et surtout une envie des parents de partager du temps avec lui, du temps de qualité, d'échange vrai avec lui, alors il aura plus de facilité à accéder à la demande. Il est très intelligent, l'adolescent. Ouais, si. Mais surtout, il faut savoir quand même qu'il est constamment critiqué. Toute la journée, dans son entourage, il est constamment critiqué, jugé, comparé et il attend à la critique. Tout le temps, des profs, des jeunes, du regard de l'autre et surtout de lui-même par habitude. Face à ses premières expérimentations, il n'a pas toujours la maturation, la maturation cérébrale pour gérer les premiers échecs, les premières douleurs. L'adolescent peut être en difficulté dans sa gestion émotionnelle. Ça vaut pas la peine de se mettre dans tous ces états, hein. Tu vas pas en faire un drame quand même, c'est pas si grave. Quand l'enfant est petit, s'il s'écorche le genou, il partage immédiatement sa douleur avec son parent. De toute façon, le parent le regarde. Il l'appelle tout de suite au secours. Mais l'adolescent, l'adolescente, lui, il ne veut plus être considéré comme un bébé. Il veut se débrouiller par lui-même. Un échec sentimental, ça peut faire l'effet d'un cataclysme dans sa vie. T'en auras d'autres, hein, c'est pas si grave, hein, c'est qu'une amourette. Hein. Minimiser son ressenti en lui affirmant qu'il n'est pas en capacité de s'auto-réguler, c'est terrible. Ça discrédite les émotions qu'il ressent, surtout si on se moque de lui, car il est déjà en difficulté à admettre cette souffrance et surtout pour pouvoir la revendiquer. Les adultes, ils ont la maturité du cerveau et des années d'expérience qui leur permettent la mise en distance nécessaire. Alors certains n'y arrivent toujours pas, mais certains aussi ont un peu tendance à considérer leur adolescent comme un mini-adulte et ne considèrent pas leurs émotions comme légitimes. Et vous, est-ce qu'on avait vu si vous étiez en souffrance à cette période-là? Est-ce qu'on a pris le temps de comprendre qu'est-ce qui était difficile pour vous aider peut-être à exprimer votre mal-être de cette époque? Plus il va grandir, plus il ou elle va apprendre à relativiser car ses expériences de cette période-là vont lui assigner celles de demain. Tout cela, ça va impacter sa vie d'adulte, comme la nôtre dans nos comportements et faire les choix à ce moment-là. Il est donc indispensable de libérer les atouts, les axes forts, les qualités, le potentiel magique des savoir-faire et des savoir-être en cette période d'adolescence. Mais en fait, c'est quoi ces savoir-être et ces savoir-faire? Bon, les savoir-faire, ce sont des compétences opérationnelles d'intelligence, d'action à réaliser concrètement une tâche facilement par le corps et réussir par la pratique de l'expérience qui va être répétée. Le savoir-faire, je fais en confiance. Le savoir-être, ce sont les qualités comportementales, relationnelles, personnelles. C'est du cœur. Et plus concrètement, le savoir-être correspond à l'ensemble de nos bases émotionnelles qui vont teinter l'ensemble de nos pensées, de nos attitudes, de nos comportements, de nos choix, de nos décisions, ainsi que de nos actions, de nos savoir-faire. Et revoilà du coup le « je suis », l'estime de soi, la capacité d'écoute, le sens d'initiative, du travail en équipe, du savoir-vivre, du savoir-être ensemble, du savoir-être en groupe. Pas toujours facile quand on n'a pas appris à être ou à se valoriser, surtout à cette période de l'adolescence. Du coup, pose-toi la question, j'aimerais ça aussi que tu me partages. Est-ce que tu te sens capable d'affirmer tes positions? Suis-je en mesure de développer mes points de vue, d'assumer et d'argumenter mes choix? Suis-je capable de reconnaître mes limites? Puis-je choisir facilement mes décisions et de les assumer? Puis-je dire oui ou dire non? Parce que non, c'est une phrase complète. Quel est mon potentiel d'investissement dans ma vie? Mon autonomie, mes dépassements? Suis-je capable de prendre du recul? Suis-je en mesure de proposer des alternatives face à un souci, un challenge ou un défi? Alors,
Est-ce que tu pourrais investir sur toi pour optimiser cette période, te faire accompagner parce que ça demande un effort? Prendre conscience de ce passage de l'enfance à l'adolescence qui est le terreau d'apprentissage de notre vision, la perception de notre vie encore aujourd'hui, de nos choix encore aujourd'hui, nos comportements et de nos dépassements, surtout dans des situations compliquées. Attention, là je ne parle pas d'intelligence, j'en parlerai la prochaine fois, la différence entre la maturité cérébrale des cerveaux et les différentes formes d'intelligence par les états d'expansion de conscience modifiée. Cette période d'adolescence, il y en a beaucoup qui disent la crise d'adolescence. Pour moi, ce n'est pas une crise, c'est juste une étape. Elle est naturelle à cet âge d'avoir besoin d'aller voir ailleurs que dans sa famille. Les tensions, les conflits sont inévitables. Comme la période des 2 ans, là, les Terrible 2. C'est inévitable. Pour cette période d'adolescence est aussi indispensable. Ces perturbations, ces inadaptations, plus ou moins transitoires, sont considérées comme absolument indispensables pour leur équilibre intérieur, pour apprendre les limites. D'ailleurs, dans mon expérience, je partage également l'idée des neurosciences qui en arrivent même à proclamer que l'absence de ces signes et de ces phases d'apprentissage de l'enfant, de recherche d'identité de l'adolescence, constitue un pronostic de déséquilibre intérieur. Et s'il n'y a pas ça, ça peut même préparer des burn-out. Sans vouloir juger les parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, là où ils en étaient, comme ils pouvaient, avec ce qu'ils savaient. Les parents, ils n'ont pas eu des parents parfaits. Qui n'ont pas eu des parents parfaits et des parents parfaits, vous voyez où je veux en venir? Qui a eu des parents parfaits d'ailleurs? Heureusement. Parce que grâce à leurs imperfections, nous avons pu nous-mêmes évoluer et faire évoluer différemment dans notre vie. Mais quand même, c'est pourquoi apaiser notre moment de l'adolescence en nous est extrêmement important, crucial, et devenir notre propre parent bienveillant en soi-même. Et c'est un chemin très doux à parcourir et à découvrir pour réparer le développement de nos savoir-être et de nos savoir-faire ensemble. De venir expérimenter avec des protocoles très simples d'expression de conscience modifiée et d'expansion de conscience modifiée, sophronique, hypnotique, énergétique, dénouer des blocages, des blessures liées à l'enfance, de la naissance, la vie utérine, s'en libérer jusqu'au jeune adulte. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi de faire une plongée dans ton potentiel magique pour te sentir bien au quotidien avec plus de sérénité et surtout d'apaisement? Pour conclure, j'ai cette petite histoire d'un enfant qui rentre de l'école avec une lettre donnée de son instituteur à donner à sa mère. Et il dit « Mon instituteur m'a demandé de te donner cette lettre à toi uniquement. » Sa mère, elle ouvre la lettre, elle la lit silencieusement et elle se met à pleurer. Du coup, elle décide de lire à son fils cette lettre. « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Nous n'avons pas assez de bons enseignements et de bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » La maman, alors du coup, elle décide de prendre en charge son enfant. Et du coup, entre-temps, son fils devient un scientifique de renom. Il invente les poules électriques, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique et même la caméra. Après le décès de sa mère, alors qu'il fouille dans des vieux papiers, des vieux souvenirs de famille, il trouve dans une vieille boîte la lettre qu'il avait donnée à sa mère par son instituteur. Alors, il l'ouvre et il la lit et cette lettre disait ceci. « Votre enfant est un cancre. Il est déficient. On détecte en lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à venir à l'école. » Cet enfant, c'est Thomas Edison. L'un des plus grands scientifiques, si ce n'est pas le plus talentueux de notre époque. Il a pleuré pendant des heures. Et du coup, il a ajouté ça dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle.
Voilà un bel exemple d'encouragement motivant à avoir et à savoir que le regard que l'on porte sur un autre être humain influence sa propre réalité, sa magie et son futur. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as kiffé cet épisode, s'il a fait écho en toi et si ça t'a parlé, je te laisse me mettre un avis sur cette partie du passé en toi. Un like, un smiley, une étoile, tout ce que tu veux. Je t'invite à partager cet épisode, à faire évoluer cette énergie magique en toi et autour de toi, car il peut aussi colorer, inspirer une personne qui en aurait besoin. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ta plateforme de podcast préférée, à ma newsletter, comme ça tu es sûr de ne manquer aucun épisode. Alors et toi, est-ce que tu aimerais ça, révéler cette partie précieuse en toi, en prendre soin? Écris-moi, échange avec moi sur les réseaux sociaux, ils sont tous écrits dans la bio. Mon mail, rieslaurencegmail.com ou sur mon site, laurenceries.fr. Tous les liens sont dans la bio, là-haut ou dedans. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, un mini-atelier chromatique, que la magie enchante ton cœur et ton guide sur ton chemin. À tout bientôt dans cette nouvelle aventure. Ciao, ciao! Salut!